Le pouvoir de la conscience, chapitre 23, témoignage. À ce stade, il sera extrêmement utile de citer un certain nombre d'exemples précis de l'application réussie de cette loi. Les histoires décrivant des cas réels sont données. Dans chacun de ces cas, le problème est clairement défini et la manière dont l'imagination a été utilisée pour atteindre l'état de conscience requis est décrite en détail. Dans chacun de ces cas, l'auteur de ce livre était soit personnellement concerné, soit informé des faits par la personne concernée. Témoignage numéro 1. Quitter l'armée. Au printemps 1943, un soldat récemment recruté se trouvait dans un grand camp militaire en Louisiane. Il était extrêmement désireux de quitter l'armée, mais de manière tout à fait honorable. La seule façon de le faire était de demander une libération. La demande devait ensuite être approuvée par son commandant pour entrer en vigueur. Conformément aux règles de l'armée, la décision du commandant était définitive et sans appel. Le soldat, après avoir suivi toutes les procédures nécessaires, demanda une libération. Dans les 4 heures qui suivirent, cette procédure lui fit renvoyer, marquée comme désapprouvé. Convaincu qu'il ne pouvait pas faire appel de cette décision à aucune autorité supérieure, militaire ou civile, il se tourna vers l'intérieur, déterminé à s'en remettre à la loi de la présomption. Le soldat comprit que sa conscience était la seule réalité, que son état de conscience particulier déterminait les événements qu'il rencontrerait. Cette nuit-là, dans l'intervalle qui s'écoula entre le coucher et l'endormissement, il se concentra sur l'utilisation consciente de la loi des hypothèses. En imagination, il se sentit dans son propre appartement à New York. Il le visualisa, c'est-à-dire que dans son esprit, il vit effectivement son propre appartement, imaginant mentalement chacune des pièces familières avec tout le mobilier de manière vivante. Avec cette image clairement visualisée et allongée sur le dos, il se relaxa complètement physiquement. De cette manière, il induisit un état proche du sommeil tout en gardant le contrôle de la direction de son attention. Lorsque son corps fut complètement immobilisé, il supposa qu'il était dans sa propre chambre, allongé dans son lit, avec un sentiment très différent de celui d'être allongé sur un lit de camp militaire. En imagination, il se leva, se promena de pièce en pièce, touchant divers meubles. Il se dirigea ensuite vers la fenêtre et, les mains posées sur l'appui, regarda dans la rue à laquelle son appartement faisait face. Tout cela était si vif dans son imagination qu'il voyait en détail le trottoir, les balustrades, les arbres et les briques rouges familières de l'immeuble d'en face. Il retourna à son lit et se sentit tomber dans le sommeil. Il savait qu'il était de la plus haute importance pour le succès de l'utilisation de cette loi que, au moment de s'endormir, sa conscience soit remplie de l'hypothèse qu'il était déjà ce qu'il voulait être. Tout ce qu'il fit dans l'imaginaire était basé sur la supposition qu'il n'était plus dans l'armée. Nuit après nuit, le soldat mit en scène ce scénario. Nuit après nuit, dans son imagination, il se sentit honorablement dispensé de sa charge, de retour chez lui, voyant tout ce qui lui était familier et s'endormant dans son propre lit. Cela dura 8 nuits. Pendant 8 jours, son expérience objective continua à être directement opposée à son expérience subjective de conscience qu'il pratiquait chaque nuit avant de s'endormir. Le 9e jour, le quartier général du bataillon avisa le soldat qu'il pouvait remplir une nouvelle demande de libération. Peu de temps après cela, il dut se rendre au bureau du colonel. Au cours de la discussion, celui-ci lui demanda s'il souhaitait toujours quitter l'armée. Après avoir reçu une réponse affirmative, le colonel déclara qu'il n'était pas du tout d'accord avec lui et, bien qu'il avait de fortes objections, il avait décidé de les ignorer et d'approuver sa demande.
Quelques heures plus tard, la demande fut approuvée et le soldat, maintenant un civil, était dans un train pour rentrer chez lui. Témoignage numéro 2. Je veux un chien. Ceci est l'histoire d'un résultat très inattendu à la suite d'un rendez-vous avec une femme qui vint me consulter. Un après-midi, une jeune grand-mère, femme d'affaires de New York, vint me voir. Elle avait emmené son petit-fils de 9 ans qui lui rendait visite à ce moment-là depuis son domicile en Pennsylvanie. En réponse à ses questions, je lui expliquai la loi des hypothèses en décrivant en détail la procédure à suivre pour atteindre un objectif. Le garçon était assis tranquillement, apparemment absorbé par un petit camion miniature pendant que j'expliquais à sa grand-mère la méthode de prise en charge de l'état de conscience qui serait le sien si son désir était déjà réalisé. Je lui racontais l'histoire du soldat qui, chaque nuit, s'endormait, s'imaginant être dans son lit, dans sa propre maison. Alors que le garçon et sa grand-mère allaient partir, il me regarda avec une vive émotion et dit « Je sais ce que je veux et maintenant, je sais comment l'obtenir. » Surpris, je lui demandai ce qu'il voulait dire par là. Il me dit qu'il avait vraiment envie d'avoir un chiot. Sa grand-mère protesta vigoureusement en déclarant au garçon qu'il lui avait été expliqué à plusieurs reprises qu'il ne pouvait avoir de chien en aucune circonstance, que son père et sa mère ne le permettraient pas, qu'il était trop jeune pour en prendre soin. Et son père avait une profonde aversion pour les chiens. Il détestait en fait l'idée même d'en avoir un. Tous ces arguments étaient des arguments que le garçon refusa de comprendre. « Maintenant je sais quoi faire, dit-il. Toutes les nuits, au moment où je veux me coucher, je vais prétendre que j'ai un chien et que nous allons nous promener. »« Non, dit la grand-mère, ce n'est pas ce que veut dire Monsieur Neville. » Environ 6 semaines plus tard, la grand-mère me raconta cette histoire étonnante. Le désir du garçon de posséder un chien était si intense qu'il avait absorbé tout ce que j'avais dit à sa grand-mère sur la manière de réaliser son désir et il croyait implicitement qu'il avait enfin un chien. Mettant cette croyance en pratique, le garçon imagina pendant plusieurs nuits qu'un chien était couché dans son lit à côté de lui. En imagination, il caressait le chien, sentant sa fortune. Des choses comme jouer avec le chien et l'emmener promener occupèrent son esprit. En quelques semaines, cela arriva. Un journal de la ville où vivait le garçon organisa un programme spécial dans le cadre de la semaine de la bonté envers les animaux. Tous les écoliers furent invités à écrire un essai sur le thème « Pourquoi je voudrais posséder un chien ». Après que les essais de toutes les écoles furent soumis et jugés, le gagnant du concours fut annoncé. Le même garçon qui, quelques semaines auparavant, dans mon appartement à New York, m'avait dit « Maintenant je sais comment obtenir le chien » fut déclaré gagnant. Lors d'une cérémonie élaborée, annoncée avec des articles et des images dans le journal, le garçon fut récompensé par le don d'un magnifique chiot Collie. En racontant cette histoire, la grand-mère me dit que si le garçon avait reçu l'argent avec lequel acheter un chien, ses parents l'auraient refusé ou l'auraient placé en caisse d'épargne pour leur fils. De plus, si quelqu'un avait fait cadeau d'un chien à leur enfant, ils l'auraient refusé. Mais la manière dramatique avec laquelle il eut le chien, la manière dont il remporta le concours municipal, les articles et les images dans le journal, la fierté de la réussite et la joie du garçon lui-même se sont tous combinés pour provoquer un changement de l'état d'esprit des parents et ils se sont retrouvés à faire ce qu'ils ne pensaient jamais possible, lui permettre d'avoir un chien. La grand-mère m'expliqua tout cela et conclut en disant qu'il y avait un type de chien particulier sur lequel le garçon avait une grande préférence. C'était un collie. Témoignage numéro 3, réaffectation en Floride. Cette histoire fut racontée à l'ensemble du public à la fin de l'une de mes conférences. Au cours de la période de questions qui suivait mon cours
sur le droit de la prise en charge, une dame qui avait assisté à de nombreux exposés et s'était entretenue personnellement avec moi à plusieurs reprises, se leva et demanda la permission de raconter une expérience illustrant comment elle avait utilisé le droit avec succès. Elle déclara qu'en rentrant chez elle, après la conférence la semaine précédente, elle avait trouvé sa nièce affligée et terriblement bouleversée. Le mari de la nièce, qui était officier dans l'armée de l'air et cantonné à Atlantic City, venait de recevoir l'ordre, avec le reste de son unité, de faire son service actif en Europe. En larmes, elle dit à sa tante qu'elle était en colère parce qu'elle espérait que son mari serait affecté en Floride en tant qu'instructeur. Ils aimaient tous les deux la Floride et tenaient à y rester et à ne pas être séparés. En entendant ce récit, la tante déclara qu'il n'y avait qu'une chose à faire, appliquer immédiatement la loi de la présomption. « Agissons maintenant », dit-elle. « Si tu étais réellement en Floride, que ferais-tu ? Tu sentirais la brise tiède, tu sentirais l'air salin, tu sentirais tes pieds s'enfoncer dans le sable. Eh bien, faisons tout cela maintenant. » Elles ôtèrent leurs chaussures et, éteignant les lumières, se sentirent réellement en Floride, sentant la brise tiède, sentant l'air de la mer, poussant leurs orteils dans le sable. 48 heures plus tard, le mari reçut un changement d'affectation. Ses nouvelles instructions étaient de se rendre immédiatement en Floride en tant qu'instructeur de la force aérienne. 5 jours plus tard, sa femme était dans un train pour le rejoindre. Bien que la tante, pour aider sa nièce à atteindre son désir, se soit associée à elle pour assumer l'état de conscience requis, n'alla pas en Floride. En fait, ce n'était pas son désir, c'était le désir ardent de sa nièce. Témoignage numéro 4. Location inespérée. Ce cas est particulièrement intéressant en raison du court intervalle de temps entre l'application de la loi de supposition et sa manifestation visible. Une femme vint me voir avec une profonde inquiétude. Elle disposait d'un bel appartement de ville et d'une grande maison de campagne. Mais comme les nombreuses charges qui lui étaient réclamées dépassaient ses modestes revenus, il était absolument essentiel qu'elle loue son appartement quand elle et sa famille passaient l'été dans leur maison de campagne. Les années précédentes, l'appartement avait été loué sans difficulté au début du printemps, mais les jours où elle vint me voir, la saison des locations estivales était terminée. Depuis des mois, l'appartement était entre les mains des meilleurs agents immobiliers, mais personne ne s'était intéressé à venir le voir. Quand elle lui décrit sa situation, je lui expliquai comment la loi de la prise en charge pouvait être appliquée pour résoudre son problème. Je lui suggérai qu'elle imagine que l'appartement soit loué par une personne désirant l'occuper immédiatement et qu'en agissant ainsi, son appartement serait en fait réellement loué. Afin de créer le sentiment naturel nécessaire, le sentiment que c'était déjà un fait que son appartement soit loué, je lui suggérais de s'endormir le soir même en s'imaginant non pas dans son appartement, mais à l'endroit où elle dormirait si celui-ci était soudainement loué. Elle saisit rapidement l'idée et déclara que dans une telle situation, elle dormirait dans sa maison de campagne, même si celle-ci n'était pas encore ouverte pour l'été. Cette interview eut lieu un jeudi. À 9 h, le samedi suivant, elle me téléphona de chez elle à la campagne, excitée et heureuse. Elle me dit qu'elle s'était endormie le jeudi soir et en se sentant dormir dans sa maison de campagne à de nombreux kilomètres de l'appartement qu'elle occupait en ville. Le vendredi, le lendemain, une locataire très sérieuse, une locataire qui répondait à toutes ses exigences en tant que personne responsable, a non seulement loué l'appartement, mais l'a loué à la condition qu'elle puisse emménager le même jour. Témoignage numéro 5. Rien n'est jamais perdu. Seule l'utilisation la plus complète et la plus intense de la loi de présomption aurait pu produire de tels résultats dans cette situation extrême. Il y a 4 ans,
un ami de notre famille me demanda de parler à son fils de 28 ans. Celui-ci n'avait pas une très grande espérance de vie. Il souffrait d'une maladie cardiaque rare. Cette maladie entraînait la désintégration de l'organe. Les soins médicaux longs et coûteux avaient été vains. Les médecins n'avaient aucun espoir de guérison. Pendant longtemps, le fils avait été confiné dans son lit. Son corps était devenu presque un squelette. Il ne pouvait parler et ne respirer que très difficilement. Son épouse et ses 2 enfants en bas âge étaient présents quand j'appelais et son épouse le fut tout au long des discussions. Je commençais par lui dire qu'il n'y avait qu'une solution à n'importe quel problème et que celle-ci consistait à changer d'attitude. Comme il était épuisé, je lui demandais d'acquiescer s'il comprenait bien ce que je disais. C'est qu'il fit. Je lui décrivis l'effet sous-jacent à la loi de la conscience, que, en fait, la conscience était la seule réalité. Je lui dis que le moyen de changer n'importe quelle condition était de changer son état de conscience à ce sujet. Afin de l'aider à assumer le sentiment d'être déjà en bonne santé, je lui suggérais que, dans son imagination, il voit le visage du médecin exprimer un étonnement incrédule en le trouvant guéri, contrairement à toute logique des derniers stades d'une maladie incurable. De le voir revérifier son examen et l'entendre dire sans cesse « c'est un miracle, c'est un miracle ». Non seulement il comprenait tout cela clairement, mais il crut implicitement. Il promit qu'il suivrait fidèlement cette procédure. Son épouse, qui avait écouté attentivement, m'assura qu'elle aussi utiliserait avec diligence la loi de la prise en charge et son imagination de la même manière que son mari. Le lendemain, je partis pour New York. Tout cela se déroulait pendant les vacances d'hiver sous les tropiques. Plusieurs mois plus tard, je reçus une lettre m'annonçant que le fils avait guéri miraculeusement. Lors d'une visite suivante, je l'ai rencontré en personne. Il était en parfaite santé, activement engagé dans les affaires et appréciait énormément les nombreuses activités sociales avec ses amis et sa famille. Il me dit que depuis le jour de mon départ, il ne douta jamais que ça marcherait. Il décrivit comment il avait suivi fidèlement la suggestion que je lui avais faite et avait vécu jour après jour dans l'hypothèse d'être déjà en très bonne santé. Aujourd'hui, 4 ans après son rétablissement, il est convaincu que la seule raison pour laquelle il est encore de ce monde est due à son succès dans l'utilisation de la loi de la prise en charge. Témoignage numéro 6, l'appartement de New York. Le couple dans cette histoire a assisté à mes conférences pendant un certain nombre d'années. C'est une illustration intéressante de l'utilisation consciente de cette loi par 2 personnes se concentrant indépendamment sur le même objectif en même temps. Cet homme et sa femme formaient un couple exceptionnellement dévoué. Leur vie était complètement épanouie et sans aucun problème ni frustration. Depuis quelque temps, ils avaient prévu d'emménager dans un appartement plus grand. Plus ils y réfléchissaient, plus ils réalisaient que ce qui leur tenait à cœur était un magnifique penthouse. En discutant ensemble, le mari expliqua qu'il en voulait un avec une grande fenêtre donnant sur une vue magnifique. Sa femme lui dit qu'elle aimerait voir un côté des murs être couverts de miroirs de haut en bas. Ils voulaient tous les 2 avoir une cheminée. Ce serait un must que l'appartement soit à New York. Pendant des mois, ils cherchèrent un tel appartement en vain. En fait, la situation dans la ville était telle qu'il était presque impossible d'en trouver un. Ils étaient si rares qu'il y avait non seulement des listes d'attente, mais aussi toutes sortes d'offres spéciales, y compris des primes et des rachats des meubles. Ils étaient si rares qu'il y avait non seulement des listes d'attente, mais aussi toutes sortes d'offres spéciales. Les nouveaux appartements étaient loués bien avant leur achèvement, beaucoup d'entre eux l'étant à partir des plans de l'immeuble à construire. Au début du printemps, après des mois de recherches infructueuses, ils en trouvèrent finalement un qu'ils considérèrent sérieusement. C'était un appartement terrasse dans un immeuble en cours d'achèvement sur la 5e avenue face à Central Park. Mais il y avait un sérieux inconvénient. S'agissant d'un immeuble neuf, il ne devait pas être soumis au contrôle des loyers
et le couple estima que le loyer annuel était exorbitant. En fait, ce serait plusieurs milliers de dollars par an de plus que ce qu'ils avaient envisagé de payer. Pendant le mois de printemps de mars et avril, ils continuèrent à visiter divers penthouses dans la ville, mais ils revenaient toujours à celui de la 5e avenue. Finalement, ils décidèrent d'augmenter considérablement le montant qu'ils paieraient pour le loyer et firent une proposition que l'agent immobilier accepta de transmettre au propriétaire pour examen. C'est à partir de ce moment-là, sans en discuter entre eux, que chacun fut déterminé à appliquer la loi de présomption. Ce n'est que plus tard qu'ils apprirent tous deux ce que l'autre avait fait. Nuit après nuit, ils s'endormaient tous les deux en s'imaginant dans l'appartement qu'ils envisageaient obtenir. Le mari, allongé, les yeux fermés, s'imaginait que les fenêtres de sa chambre donnaient sur le parc. Il imaginait aller à la fenêtre dès le matin et profiter de la vue. Il se sentait assis sur la terrasse, surplombant le parc, en train de prendre un cocktail avec sa femme et ses amis et d'en profiter pleinement. Il se sentait vraiment occuper le penthouse et sa terrasse. Pendant tout ce temps, la femme, à son insu, fait la même chose. Plusieurs semaines s'écoulèrent sans que les propriétaires aient pris de décision. Mais ils continuèrent à imaginer, en s'endormant chaque nuit, qu'ils se couchaient réellement dans leur penthouse. Ils furent étonnés car ce bâtiment était l'un des plus recherchés de la ville avec un emplacement idéal, en plein sur Central Park. Ils savaient qu'il y avait une longue liste d'attente de personnes essayant de trouver un appartement dans cet immeuble. Le fait qu'un appartement terrasse soit devenu inopinément disponible n'avait pas été porté à la connaissance de la direction qui, du fait, n'avait pas été en mesure de prendre en considération les candidats. Après avoir appris qu'il était vacant, ce couple demanda immédiatement à le louer pour se faire dire que c'était impossible. Le fait était que non seulement plusieurs personnes étaient déjà sur une liste d'attente, mais qu'il avait été promis à une famille. Malgré cela, le couple eut une série de rendez-vous avec la direction qui décida finalement de leur attribuer. Le plus remarquable est que, le bâtiment étant finalement soumis au contrôle des loyers, il serait à peu près équivalent à ce qu'ils avaient prévu de payer lorsqu'ils ont commencé à chercher un appartement terrasse. L'emplacement, l'appartement lui-même et la grande terrasse qui l'entourait au sud, à l'ouest et au nord dépassaient toutes leurs attentes. Et dans le salon, d'un côté, se trouve une fenêtre géante de 15 pieds sur 8, offrant une vue magnifique de Central Park. Un mur se reflète du sol au plafond et il y a une cheminée.